Donc bonsoir, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau cycle de conférences sur et autour l'exposition Le Tour du Jour en 80 mondes au CAPC, qui est un cycle de conférences qui va avoir lieu tous les mois, donc de janvier à juin 2021. Et donc en février, donc la prochaine, on aura le plaisir d'écouter Morad Montazami. Et Morad Montazami, c'est un historien de l'art qui a travaillé plusieurs années à la Tate moderne et il avait en charge l'analyse de la collection Maghreb et Moyen-Orient à la Tate moderne. Et il est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Zaman, qui est une revue spécialisée sur la question de comment la modernité a été vécue et travaillée par les artistes du Moyen-Orient et du Maghreb. Et c'est donc dans ce cadre de son expertise que nous avons décidé d'inviter Morad. Vous comprendrez pourquoi, évidemment, il en sera question dans cette conférence. Donc moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'inaugurer ce cycle. Je suis Sandra Patron, je suis la directrice du CAPC, je suis la commissaire de l'exposition. Une exposition qui était normalement prévue en juin 2020, puis en novembre, puis le 15 décembre, et qui au jour d'aujourd'hui, le 20 janvier, est installée dans les salles, mais évidemment n'est toujours pas visible au public. Et c'est une particularité dans la mesure où cette exposition a été une des premières choses, un des premiers projets auxquels je me suis attelée quand je suis arrivée à la direction du CAPC en septembre 2019. Donc c'est une exposition importante pour moi, dans la mesure où elle pose des jalons et elle pose des enjeux qui, au-delà de l'exposition même, va structurer pour moi le projet du CAPC dans les années à venir. Donc le but de cette conférence va consister dans une première partie à expliciter les enjeux et les différents questionnements qui ont été les miens pour penser donc cette exposition de collection. Et comment je les ai articulés, à la fois théoriquement, mais aussi concrètement dans l'espace. Donc c'est aussi un vrai exercice d'une forme de frustration, puisque ce rapport direct aux œuvres et à l'espace, il ne pourra pas se vivre complètement lors de cette conférence. C'est la raison pour laquelle, dans une deuxième partie, donc une première partie sans image d'une certaine manière, et puis dans une deuxième partie, on va déambuler de manière numérique en attendant l'expérience physique dans l'exposition. Alors évidemment, c'est une exposition, il y a 19 salles, 80 artistes, donc je vais pointer du doigt, j'ai fait une sélection pour expliciter les dialogues que j'ai souhaité mettre en place. Exercice de la frustration, comme je le disais, parce que je me reconnais dans ces mots de Lucie Lippard, qui est quelqu'un qui a été important dans mon parcours, qui est une théoricienne et une commissaire d'expo américaine, et qui disait « The place is for me the locus of desire ». Donc l'espace est pour moi le biotope, le lieu du désir. Et c'est vrai que voilà, pour moi, l'exercice de commissariat consiste vraiment à mettre une pensée en espace. Et quand je parle de commissariat, c'est peut-être un point qu'il est important de développer un petit peu. Donc cette exposition, Le Tour du Jour en 80 mondes, est une exposition qui crée un dialogue entre des œuvres de la collection du CAPC et des œuvres de la collection du CNAP. Et néanmoins, ce n'est pas un accrochage de collection. Pour moi, c'est bel et bien une exposition. Et ce n'est pas une coquetterie sémantique de ma part, mais c'est bien une différence de régime dans la mesure où l'exposition est une mise en récit d'œuvres. Et donc, oui, si je devais trouver une formulation à cette exposition, j'appellerais ça plutôt un récit de collection qu'une exposition. La philosophe française Isabelle Stenger parlait de récit spéculatif, et je trouve que c'est une assez belle métaphore pour envisager ce travail de commissariat. Donc c'est un travail de commissariat de la commissaire que je suis et non pas de l'historienne de l'art et de la conservatrice que je ne suis pas.
Et je voudrais rajouter également en introduction que cette exposition constitue donc le premier volet de ces récits de collection. Et que ces activations, elles auront lieu environ tous les un an et demi, partant d'un principe, partant de ce qui me semble être l'ADN de ce lieu, du CAPC, qui est d'être, et ça en fait un lieu singulier de mon point de vue, à minima à l'échelle française, qui est d'être à la fois un centre d'art, c'est-à-dire au plus proche de la parole de l'artiste, dans l'expérimentation, dans le côté laboratoire, et au plus proche aussi de la production de l'œuvre, et en même temps un musée d'art contemporain. Et le public s'attend, et c'est bien normal, et moi-même en tant que passionnée d'art, je m'y attends aussi. Quand on se déplace dans un musée d'art contemporain, on a envie de voir la collection. Donc la collection, dorénavant, sera présentée de manière permanente, mais renouvelée. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet en évoquant le point de départ de l'exposition. Et ce point de départ, il est double. Mon premier champ de questionnement, évidemment, comme tout directeur qui arrive à la tête d'une institution avec une collection, il a porté autour de la collection même du CAPC, comment la convoquer de manière active, et ce qui m'a amené à porter un regard sur les lignes de force qui la constituent, les particularités et les questions qu'elle soulève. Et puis le deuxième champ de questionnement qui a été le mien, il a été autour de comment convoquer la collection du CAPC aujourd'hui dans notre contemporanéité. Et c'est le moins qu'on puisse faire. Nous sommes une institution d'art contemporain, donc évidemment d'interroger les grands enjeux contemporains est au cœur de nos missions. Et cette contemporanéité, elle se distingue par je dirais un changement de paradigme autour de nos systèmes de représentation du monde, dans un contexte général que l'on connaît bien, qui est un contexte général de multicrise, que la crise soit écologique, politique, sociétale, mais aussi de manière plus profonde, une crise autour de la question de l'autorité, de la représentation et de la valeur. Et ces multicrises créent une situation globale qui, bien sûr, dépasse largement les frontières de l'art, une situation qui est à la fois une situation profondément anxiogène à certains endroits et déstabilisante, mais qui est aussi une situation qui ouvre, et je crois une situation historique, qui ouvre un champ des possibles pour renouveler ce que je qualifierais d'être ensemble. Et de mon point de vue, il faudrait que collectivement, on arrive à se saisir de ce moment historique qui est le nôtre, chacun à notre endroit. Et la chance que nous avons, évidemment, c'est que notre endroit, c'est l'endroit de l'art, de la parole de l'artiste. Et c'est donc avec ce vocabulaire de l'artiste et cette parole de l'artiste qu'on va tenter de saisir ce moment. Et donc, ce deuxième champ de questionnement, il m'a amené à me demander comment la présentation d'une collection, elle peut être un endroit fécond où peut se travailler en profondeur et dans la durée ces questionnements et ces évolutions de paradigme. Donc, on va commencer par, je vais commencer par vous dire quelques mots sur la collection, comment moi je l'ai perçue et je l'ai vécue. Et donc, je voulais très rapidement vous en souligner 2-3 traits distinctifs et un trait que je qualifierais de normatif. Et donc, qui ont évidemment servi, qui ont été la base de ma réflexion. Donc, le premier trait distinctif de la collection du CAPC, c'est le lien absolument organique qu'elle entretient entre les expositions majeures et qui ont fait date et la constitution d'une collection. C'est-à-dire que c'est une collection qui n'a jamais eu de vocation à être encyclopédique, qui n'était pas la mission initiale du CAPC, puisque la mission initiale du CAPC, c'était bien d'être un centre d'art contemporain, mais elle s'est montée autour d'affinités à la fois avec les artistes eux-mêmes, et puis avec les collectionneurs et avec le milieu de l'art d'une manière plus globale. Donc la collection du CAPC, c'est donc une forme d'enregistrement de cette activité d'exposition de ce lieu consacré à l'art.
Et puis, le deuxième trait distinctif du CAPC, c'est qu'elle est constituée à plus de 50% de dépôts longs. Alors, des dépôts longs et de dons. Beaucoup de dons d'artistes et des dépôts longs, soit de collectionneurs privés, qui dès le départ ont été très investis aussi dans ce projet, mais également des dépôts longs d'institutions prestigieuses, comme le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, comme le Centre Pompidou et comme le CNAP. À tel point que parfois le public, et notamment le public bordelais, peut considérer que certaines œuvres font partie de la collection du CAPC, alors même que ce sont des dépôts longs qui sont là depuis plusieurs décennies. Et donc, sur ce principe, la collection, elle va vraiment se constituer autour d'artistes et non pas autour de mouvements, même si, évidemment, on peut reconnaître, faire comme ça, traverser tout un art d'une époque, et avec des ensembles assez conséquents autour de l'art minimal, autour de l'abstraction géométrique, autour de l'arte povera, autour du land art, mais c'est bien des positions singulières d'artistes qui d'abord et avant tout ont été acquises. Et puis le trait que je qualifie de normatif, c'est-à-dire finalement une particularité qui ne la distingue pas des autres collections, en Europe et dans le monde occidental, à savoir que cette collection, elle est constituée à 92% d'artistes hommes et donc à 18% d'artistes femmes, et qu'elle est constituée à 76% d'artistes européens et donc extra-européens, vous ferez le calcul. Et ces chiffres, ils n'ont absolument rien d'exceptionnel. Ces chiffres, on les retrouve partout, dans toutes les institutions, dans toutes les grandes institutions en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est vraiment le produit d'une histoire d'une histoire de l'art qu'on ne peut que qualifier comme eurocentrée et à dominante masculine, qui s'est forgée ces 40-50 dernières années. Et donc, évidemment, ça m'amène à la deuxième partie de mon questionnement, à savoir comment on envisage cette collection aujourd'hui à l'aune de systèmes de représentation du monde qui sont en profonde mutation. Donc comment à la fois on valorise un fonds existant, puisque c'est une mission, le CAPC est un musée de France, donc comment on valorise un fonds, et en même temps comment on le réintroduit, comment on le réinterroge dans des préoccupations contemporaines, en ayant, je dirais, en tête, en quelque sorte, des apories mêmes qui ont été amenées par l'histoire. Donc je voudrais faire plusieurs remarques préliminaires avant de poursuivre, et peut-être dire ou insister que regarder, ce n'est jamais une activité neutre. Regarder le monde, c'est toujours une activité qui est insérée dans un ensemble de valeurs et de paradigmes qui, évidemment, évoluent selon les époques et selon les espaces. Donc on ne vit pas dans des espaces figés, qui sont fondés une fois pour toutes, mais nous naviguons constamment et nous appréhendons toujours le passé avec les clés du présent. Et donc, force est de constater que nous avons, pendant des siècles, axé notre regard à un certain endroit et évacué de notre regard tout un ensemble de pratiques artistiques qui pourtant étaient bel et bien existantes. Oui, les artistes femmes n'ont jamais cessé de créer tout au long de l'histoire. Oui, il y a eu des scènes artistiques absolument extraordinaires en Afrique, en Asie. C'est juste que notre société occidentale avait décidé d'évacuer cette question. Et donc ce processus de réévaluation, il a toujours fait partie du travail au quotidien de l'historien de l'art, comme d'ailleurs de l'historien tout court et du conservateur. Ce travail de réévaluation, il est nourri par un champ théorique qui de l'anthropologue au sociologue, au poète, nourrit les questionnements du présent et regarde le passé avec les questionnements du présent. Mais me semble-t-il qu'il acquiert aujourd'hui une acuité particulière liée à une prise de conscience collective quasi planétaire, dans des contextes géographiques et politiques très différents,
liées à la question je dirais, de prise de parole de groupes qui ont été minorés dans le regard qu'on a porté sur elles et qui, du coup, aujourd'hui, demandent la parole et demandent à ce que soient représentées des scènes. Et donc, voilà, tout un ensemble d'artistes, mais bien au-delà, évidemment, de la question artistique, qui ont été exclus de toute visibilité, hein, souvent dans la plus grande brutalité physique et ou psychologique. Et que cette question de l'universel est fortement questionnée. Il y a une notion que je trouve assez intéressante qui vient vraiment de l'astrophysique, mais qui a été réinvestie par des théoriciens et notamment par Édouard Glissant, mais qui consiste finalement à se dire pourquoi on ne partirait pas de la question de l'universel à celle du pluriversel. Et c'est une question, cette question de l'invisibilité, cette question de l'exclusion du champ du regard, elle est historiquement en fait inscrite, et là je voudrais remercier mon fils Paul qui en ce moment est en train de voir la démocratie athénienne, et c'est assez fascinant parce que la démocratie athénienne crée le concept de citoyen d'une manière, à la fois il crée le concept, mais surtout il crée les institutions et la structure de société d'une manière extrêmement sophistiquée, hein. Mais au même moment, et ça en tout cas moi je ne l'ai pas appris dans les livres d'histoire quand j'étais à l'école, et c'est un grand bien que dorénavant ça le soit, au même moment où la démocratie athénienne crée le système de citoyens, elle crée le système de non-citoyens. C'est inscrit dans les textes de loi. Et les non-citoyens, ce ne sera pas une très grande surprise, c'est toujours un petit peu les mêmes. Donc, ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont ce qui est appelé à l'époque les métèques, hein, c'est-à-dire les étrangers, et ce sont les esclaves. Et nous sommes, d'une certaine manière, toujours les héritiers de cette histoire, même si évidemment d'énormes évolutions ont été opérées. Et donc sur la base de ces préliminaires, le postulat, l'enjeu de l'exposition Le Tour du jour en 80 mondes, elle tente de rendre visibles d'autres manières de faire monde, elle ouvre les récits à d'autres voies, et elle pose l'hypothèse que d'autres scénarios d'écriture de l'histoire de l'art sont possibles et sont même tout à fait souhaitables. Et je rajouterais même que, voilà, pour moi, c'est une nouvelle responsabilité qu'ont les directeurs d'institutions de rendre cette polyphonie, alors cette polyphonie des artistes, mais qui, évidemment, par ricochet, est aussi une polyphonie des voix qui constituent notre réalité. Et une fois qu'on a posé ces enjeux, se pose immédiatement une question très pratique. Comment on fait ça ? Alors, avec un programme d'exposition temporaire, on sait faire. Et d'ailleurs, les institutions font ça depuis des décennies, ne serait-ce qu'au CAPC, Cities on the Move de Ou en roue et de Hans-Ulrich Obrist, c'est 1998, c'est une manière, d'ailleurs en coproduction avec Arc en Rêve, c'est une manière de réenvisager la question de l'urbain à l'aune du développement de toute une scène artistique d'Asie. C'est la rétrospective en 2007 de l'artiste iranienne Shoreh Fedzjou. Donc avec les expositions temporaires, on a tout à fait évidemment cette possibilité d'interroger toutes ces questions. Mais comment on fait avec une collection ? Considérant évidemment qu'on n'a absolument pas la capacité, avec de nouveaux budgets d'acquisition, finalement ouvrir les récits dont je suis en train de parler. Alors, ça c'est ma réponse, Le Tour du jour en 80 mondes. En tout cas, c'est une partie de la réponse. Beaucoup de directeurs et de conservateurs de musées à l'échelle de la planète ont diverses réponses à cette question. Mais du coup, voilà, moi, la réponse, ça a été finalement de reprendre une tradition du CAPC qui est de développer une stratégie de dépôt long avec cette collection incroyable qui est celle du CNAP, donc Centre national des arts plastiques. Juste en quelques mots, hein, le CNAP, il est créé en 1793, au sortir de la Révolution française, donc ça, c'est pas anodin.
Et l'État français prend cette décision quand même complètement extraordinaire de dire « je vais collectionner des jeunes artistes tous les ans ». Et ce soutien de l'État français ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui. Donc je me suis retournée vers le CNAP. Le CNAP a plus ou moins les mêmes problèmes que nous, hein, je le disais, hein. Mais comme il collectionne beaucoup et tous les ans et que ça ne s'est jamais arrêté, évidemment, il prend en compte cette multitude dont il est question. Donc on a travaillé pendant, je ne sais plus, 6 à 8 mois avec les équipes scientifiques du CNAP, en finalement se posant un ensemble de questions. Donc à chaque fois, je partais des œuvres de la collection du CAPC que j'avais le désir de présenter, et puis je me posais des questions. Est-ce que pendant qu'il y a Richard Long, il n'y a pas des artistes au Japon, par exemple, qui se posent les mêmes questions que les artistes du land art? Ou est-ce que en Amérique latine, au même moment que le minimalisme, il n'y a pas des artistes qui se posent les mêmes questions, mais qui y répondent de manière différente. Et à la fois, à chaque fois, avec le désir de constamment déjouer des systèmes dans lesquels j'aurais pu me mettre moi-même, donc aussi en essayant d'avoir je dirais, une réflexion sur une sorte d'intergénérationnel et de transhistorique, et de tenter à chaque fois aussi de trouver des jeunes artistes, et vous en trouverez beaucoup dans l'exposition Le Tour du Jour en 80 mondes, qui vont pouvoir dialoguer avec des œuvres historiques. À partir de là, on a donc établi une sélection de 114 œuvres. Donc toutes les œuvres qu'on a de ce nouveau dépôt ne sont pas présentées dans le Tour du Jour en 80 mondes, hein, et après, à partir de là, j'ai fait une sélection, et ça a constitué le fonds qui est venu enrichir le fonds déjà existant. Et la deuxième étape pour moi a consisté d'une certaine manière à effacer la première étape. C'est-à-dire à ne plus me poser les questions de genre, à ne plus me poser les questions d'origine géographique, puisque un des pièges, me semblait-il, de cette proposition était d'assigner justement les artistes, de les réenfermer dans leur genre ou dans leur provenance géographique ou dans leurs histoires mémorielles. Et donc, j'ai vraiment décidé d'éluder cette question, d'avoir comme ça un champ des possibles avec ce nouveau fonds, et à partir de là, de me sentir très libre dans les associations que j'ai souhaité, et les compagnonnages presque que j'ai souhaité opérer dans l'accrochage. Avant qu'on se balade un petit peu dans les salles avec quelques visuels que je vous ai préparés, je voudrais juste vous dire 2 mots sur le titre de l'exposition, qui est assez important, et que j'emprunte à Julio Cortázar. Donc Julio Cortázar, c'est un écrivain, poète sud-américain. Le Tour du Jour en 80 mondes, c'est un recueil de textes qui sont dans une veine assez surréaliste, où la présence de la musique est très importante et de la rythmique. Ça, c'est des choses qui, pour moi, ont été aussi des déclencheurs dans la question de l'accrochage. Évidemment, je l'ai emprunté aussi par sa référence à Jules Verne. Et je pense que Julio Cortázar, bien évidemment, lui aussi était dans un jeu avec Jules Verne, qui est un écrivain de la modernité naissante, hein, qui est un écrivain du 19e siècle, donc au moment de l'industrialisation. Et ce Phileas Fogg qui va conquérir le monde en 80 jours, il est un très bon exemple du héros moderne qui va se saisir de tous les outils technologiques qui sont en train de se développer, et notamment de tous ces outils qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus compétitive et la plus productiviste possible. Et évidemment, chez Julio et donc chez moi dans cette exposition, c'est une manière de dire en creux que ce modèle-là, il est en crise, il est à repenser. Et je trouve ça très beau comment finalement une simple inversion de mots permet de raconter totalement une autre histoire. Et que ce tour du jour en 80 mondes, alors ça,
J'en suis pas sûre, mais à mon avis, c'est aussi une référence à ce très beau livre de Xavier de Maistre qui s'appelle Voyage autour de ma chambre. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un petit bijou de la fin du XVIIIe, dans lequel un voyageur se retrouve malade, donc coincé 45 jours dans sa chambre, et va décider de parcourir sa chambre comme on parcourrait un monde. Et donc, ce projet paraît évidemment beaucoup plus modeste, de faire le tour du jour, mais il permet d'ouvrir à ces 80 mondes. 80 mondes et aussi d'ailleurs 80 artistes. Bon, ce n'était pas un désir de départ, mais il se trouve qu'au final, il y a 80 artistes dans cette exposition. Et peut-être 2 mots encore avant qu'on voit les visuels. L'espace dans lequel il s'inscrit est assez particulier. C'est un ensemble de 19 salles qui sont de taille, qui ne sont pas monumentales, qui sont de taille relativement modeste, environ 80 mètres carrés par salle, et qui sont toutes les mêmes. Donc il y avait une forme de rythmique. Je parlais de la question de la mélodie dans le rapport à l'écriture de Cortázar. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans l'accrochage des effets de rythmique et de dissonance de rythmique. Et j'ai vraiment considéré que chaque salle était comme un monde de ces 80 mondes. Et donc, ces salles sont titrées. Alors, les titrages de salles, ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans les musées, mais d'habitude, les titres de salles sont très didactiques et consistent précisément en un titre à expliciter en fait quels sont les enjeux de la salle. Là, j'ai fait le choix très, très Cortázar d'avoir une approche plus poétique, et en fait, les titres de salle sont le titre d'une des œuvres de la salle présentée dans la salle. Et donc une interruption, désolée. Et donc, parfois, ces titres sont assez frontales, et puis parfois, ce sont des envolées beaucoup plus poétiques. Et la première salle fait partie des salles assez frontales. Elle s'appelle Change the Scenario. Et il s'agit du titre de l'œuvre de Sylvie Blocher. Donc, vous l'avez compris, Change the Scenario, ça aurait presque pu être le sous-titre de l'exposition. Et pour moi, dès le départ, cette œuvre, elle était à l'introduction de l'exposition pour 2 raisons, parce que elle permet d'aborder de manière très frontale des thématiques qui vont traverser l'exposition, et la frontalité de temps en temps ne me déplaît pas. Et aussi parce qu'elle permet d'effectuer un jeu avec la collection du CAPC. Donc ce que vous voyez là, c'est Sean Ross. Alors il faut savoir que dans la démarche de Sylvie Blocher, il y a vraiment une démarche, je dirais, d'empathie avec ces sujets, et elle rencontre, elle fait des workshops, et les œuvres découlent toujours de processus de relations en fait avec d'autres personnes. Et là, elle rencontre Sean Ross, qui est un top modèle afro-américain et qui a la particularité d'être atteint d'albinisme. Et donc, il porte déjà dans son corps même, ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir, une sorte de distinction dans le genre, qui évidemment est redoublée par ce diptyque vidéo. Est-ce que je peux le remettre? Non, hop. Non, je ne peux pas le remettre. Ce diptyque vidéo dans lequel il se peint en noir et il se peint en blanc. Donc la vidéo, comme ça, est très frontale, mais c'est aussi un hommage ou un clin d'œil à une œuvre qui fait partie de la collection du CAPC de Bruce Nauman, qui s'appelle Art Makeup, et dans lequel Bruce Nauman, lui, se peint en 4 couleurs différentes. Donc c'est une manière de se réapproprier la question de l'identité, tout en même temps en ayant un rapport à l'histoire de l'art, et qui est l'histoire de l'art qui a été importante pour l'artiste.
Et puis en dialogue avec cette œuvre de Sylvie Blocher, 2 œuvres de Wolfgang Tillmans. Donc Tillmans, c'est un artiste dont on a un fond d'œuvre assez conséquent au CAPC. Là, il nous en livre une version du Déjeuner sur l'herbe de Monet, hein, sur la droite de l'image. Tillmans, c'est un des plus grands photographes à l'heure actuelle, un artiste allemand qui, lui, est en totale empathie avec son sujet et qui documente une jeunesse sous drogue, sous sexe, voilà, quelqu'un qui est assez proche de Nan Goldin et qui documente en fait aussi sa propre vie. Et puis en face, une créature, hein, c'est comme ça que l'appelle l'artiste, de Bruno Pelassi, qui est un artiste qui est mort prématurément du sida, mais qui a eu, je dirais, qui fait partie de cette famille des artistes d'artistes, donc qui est très peu connu chez le public des amoureux de l'art, mais qui est très important pour toute une nouvelle génération d'artistes, qui est un peu queer avant l'heure, ou en tout cas avant que ce terme-là soit devenu important dans nos sociétés. Et ce que vous voyez, c'est un mélange entre une méduse et un fantôme qui est constitué d'un voilage très délicat, et puis le corps de la méduse est un moulage de testicules. Et puis, nous allons naviguer vers la deuxième salle qui s'appelle Stand-by. Et ça, c'est un jeu que j'ai joué à plusieurs reprises dans l'exposition, c'est-à-dire des jeux d'écho et de dialogue d'une salle à une autre. Donc évidemment, le stand-by, hein, c'est-à-dire la pause, le moment où rien ne bouge, semble contredire change de scénario. Et en même temps, ça me semblait intéressant parce qu'il me semble précisément que c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un mélange d'un grand bouleversement et puis de temps d'arrêt liés à la déstabilisation de ce bouleversement. Et il y a cette très très belle pièce de ce jeune artiste marocain qui est né en 88 et qui s'appelle Oussama Tapti, qui en fait est allé à la bibliothèque d'Alger, est allé photographier les troisièmes de couverture des livres. Et en fait, on se rend compte en regardant les dates où ont été empruntés les livres qu'entre 1993 et 2000, il y a un trou, il y a un blanc, qui évidemment correspond aux années noires en Algérie. Donc comment, par ce simple fait, il y a ce moment de pause dans lequel la question de l'art et de la culture ne devient plus possible dans une société. Alors évidemment, dans le contexte actuel, il y a pas mal d'œuvres de l'exposition qui font doublement sens. Et puis, en dialogue avec Oussama Tapti, cette jeune artiste marocaine également, mais qui vit à Paris depuis quelques années, Randa Maroufi, avec cette vidéo Le Parc, dans lequel en fait elle fait une mise en scène d'actes en suspension d'une jeunesse marocaine totalement désœuvrée. Ça se passe dans le parc de Casablanca, qui a été un des parcs où ont lieu toutes les manifestations pendant le printemps arabe. Donc c'est un parc qui a une forte dimension émotionnelle. Et puis il y a tout un rapport aussi avec Internet qui est joué. Et puis en relation, toujours dans cette même salle, Stand-by. Stand-by, c'est donc le... Ah oui, pardon. C'était le titre de l'œuvre de Oussama Tapti. J'ai eu un moment de blanc, mais en relation avec 2 œuvres de Daniel Dezeuze, hein, qui est une série de Daniel Dezeuze que j'aime beaucoup, d'arbalète, hein, bricolées, hein, comme seul lui le savait le faire, et qui sont voilà, posées au sol, comme là encore en attente. Nous passons à la 3e salle, Hibernation. C'était évidemment très important pour moi d'évoquer Richard Serra. Richard Serra, c'est quelqu'un qui a eu, je dirais, voilà, qui a été très important dans l'histoire du CAPC. Hein. Quand le CAPC réouvre après travaux, il le réouvre avec cette exposition qui est restée dans les mémoires collectives de Richard Serra. Et donc j'ai opéré un dialogue avec plusieurs artistes d'Asie du Sud-Est, dont notamment Liu Fan, dont vous connaissez peut-être le travail, qui est un des tenants de
ce mouvement qu'on a appelé Mono-A, hein, l'école des choses, c'est-à-dire qui opère comme ça un frottement entre des matériaux industriels et des matériaux issus de la nature. Il y a un rapport très important, et chez Li Yufan et chez Richard Serra, de l'œuvre qui n'existe que dans un rapport à l'espace. Voilà, donc ça c'est le dialogue que j'ai souhaité opérer dans cette salle. Le chapitre 4, alors oui, c'est chapitré. C'est chapitré comme l'étaient un peu les romans d'initiation au XIXe siècle. Là, c'est Tristram Shandy qui a été une source d'inspiration pour moi. Le quatrième chapitre s'intitule donc Présage et parle de la question finalement de la métamorphose et comment cette métamorphose, elle est à la fois un danger, mais aussi voilà, un potentiel. Donc on a un très joli tableau qui n'est pas sur l'image de Anne-Marie Junier, qui est quasiment en blanc sur blanc. Et alors là, je vais avoir un trou sur le texte. Bon, je vais avoir mais qui part de la question de la destruction, mais de manière positive. Et c'est aussi au cœur de l'approche de Rebecca Horn, qui est une artiste allemande dont vous voyez l'œuvre au sol, la sculpture, qui est comme une rivière en fait de mercure. Hein. Donc le mercure, il vaut à la fois pour ses propriétés physiques, c'est le seul métal qui existe à l'état liquide, mais il vaut surtout pour ses propriétés symboliques, hein, celles de l'alchimie, celles du magicien. Et c'est vrai que Rebecca Horn est une artiste qui va avoir des graves problèmes de santé qui vont l'immobiliser pendant plusieurs mois et qui n'aura de cesse que de questionner un corps qui est à la fois entravé et qui en même temps tente comme ça de se libérer. Et puis j'ai souhaité opérer un dialogue avec un jeune artiste franco-marocain dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il était shortlisté au prix Marcel Duchamp l'année dernière, Hicham Berrada, qui en fait, avant de décider d'être artiste, a fait des études scientifiques et dont tout le travail artistique consiste à envisagés comme des théâtres magiques, des théâtres chimiques. Donc là, la caméra est très proche d'un aquarium dans lequel l'artiste va plonger des composants chimiques qui, en réaction avec l'eau et en réaction les uns avec les autres, vont créer des paysages merveilleux. Alors, je suis désolée d'avoir oublié cette magnifique... j'essaie de retrouver... non, je ne retrouve pas. Cette magnifique phrase de Anne-Marie Junier. Et puis, nous avons une œuvre qui va commencer dans le chapitre Présage et qui va aller jusqu'au chapitre Stonefield, qui est cette œuvre d'Hitoshi Nomura. C'est un petit peu le cas de figure dont je vous parlais en introduction, c'est-à-dire un artiste. Donc cette œuvre, elle est de 1970, un artiste au Japon qui vraiment s'inscrit dans une démarche qui est extrêmement proche des artistes du land art et qui est un artiste que pour l'instant on a encore insuffisamment regardé. Donc là, c'est une série, il en a fait plusieurs, mais celle-ci s'appelle Dry Ice. Donc qui est de la neige gelée, et donc vraiment dans un process qui est très proche des land artistes, il va avec cette neige dans le paysage, il la laisse se décomposer lentement, et puis il photographie ce processus de métamorphose, et l'œuvre, c'est la documentation de ce qui s'est passé pendant ce temps. Et évidemment, l'occasion était trop belle d'en faire un dialogue qui paraît assez évident avec Richard Long, hein, qui est aussi un artiste de la collection du CAPC dont nous avons plusieurs œuvres et qui évidemment est un artiste majeur du land art. Dans cette même salle, j'ai opéré un dialogue qui est un tout petit peu moins évident, qui est un dialogue avec... on va regarder les 20 secondes.
il y a un dialogue avec l'œuvre de Harun Farokhi. Harun Farokhi, c'est un artiste allemand d'origine turque qui est vraiment considéré comme un des plus grands vidéastes qui est mort, qui est décédé il y a quelques années, et dont tout le travail consiste à porter le regard sur notre société contemporaine à travers principalement les gestes du travail. Et il a une démarche qu'on peut vraiment, je dirais, rapprocher de Godard, hein, qui va consister en fait à prélever des images documentaires de réalité, souvent de réalité du travail, et toute l'intelligence et tout l'intérêt de son travail va être vraiment dans la question du montage et qu'est-ce qu'on raconte dans ce diptyque quand on montre deux réalités. Les deux réalités qui nous sont proposées, c'est la fabrication des briques dans les sociétés industrielles et la fabrication des briques dans les sociétés artisanales. Pas de texte, pas de commentaires. Hein. C'était évidemment au regardeur d'investir son questionnement. Et ce qui m'intéressait dans le lien avec Richard Long et Nomura, c'est comment finalement, à partir du regard qu'un artiste pose sur un matériau de base, sur un matériau primaire, élémentaire, et bien finalement, d'un côté, chez les artistes du land art, on est presque, même s'il ne revendique pas du tout le terme, mais on est quand même dans une position que je qualifierais de romantique de l'être humain, de l'homme dans le paysage, et dans un paysage qui est vierge d'une certaine manière. Et puis comment chez Harun Farokhi, eh bien lui, même le matériau le plus élémentaire, il le conçoit toujours dans une contextualisation avec un système économique et un système politique. Alors on continue notre déambulation, j'espère que ce n'est pas trop aride, hein. C'est vrai que c'est frustrant voilà, on va faire quelques sauts, hein. On ne va pas parler de tous les chapitres, donc là on fait en l'occurrence un petit saut vers le chapitre 8, orientation, qui présente notamment deux œuvres de la collection du CAPC de Mario Merz et de Pierre Buraglio. Et là, c'est un cas de figure que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire c'est cette liste d'artistes de la collection du CAPC qui présente des œuvres qui sont des extractions de l'architecture même et du bâtiment même du CAPC. Donc cet habitat précaire de Mario Merz, hein, qui est évidemment, et dans la droite file de tous ces habitats précaires, ont été faites à partir des grilles du CAPC et la terre que l'on voit a été prise dans la Garonne. Et c'est un petit peu le même principe avec Pierre Buraglio qui est allé en fait prélever des impostes du bâtiment de l'entrepôt pour évidemment, voilà, la pièce s'appelle Fenêtre, hein, donc c'est à la fois une référence à l'importance de la question de la fenêtre dans le champ de l'art. Et ça permet en même temps, avec voilà, je dirais des moyens extrêmement rudimentaires, de cartographier un existant et un espace. Et c'est un petit peu la démarche de Ismail Bari. Alors je suis désolée, il y a une faute sur son prénom, c'est Ismail Bari, qui est un artiste tunisien qui vit en France aussi depuis quelques années. Et donc voilà, il y a cette œuvre qui s'appelle Orientation, qui donne donc le titre à la pièce, dans lequel il nous fait découvrir sa ville de Tunis à travers le miroitement d'une encre qui est dans un gobelet et qui est évidemment très tremblante puisqu'il parcourt cette route. On fait un petit saut aussi dans l'espace pour Semantics of the Grid, qui est le très beau titre d'une œuvre de Léonore Antunes, artiste portugaise, qui elle aussi a fait une exposition extrêmement importante au CAPC, dont tout le travail, hein, The Grid en question, hein, c'est vraiment la grille moderniste, et dont tout le travail consiste à réinterroger le modernisme et à l'investir avec, je dirais, ces codes d'une culture vernaculaire. Donc c'est à la fois quelqu'un qui s'intéresse à la fois à l'artisanat, mais aussi aux grands tenants du modernisme. Alors on voit juste après l'œuvre dont il est question, hein, qui rejoue la grille moderniste, mais avec ce filet, hein, qui est un filet de pêche. Et évidemment,
cette question, elle est traversée par, enfin en tout cas, elle est convoquée dans la collection du CAPC, et notamment convoquée par un artiste, Sol Lewitt, dont je ne vous montre pas d'image ici, puisque l'œuvre que nous présentons est quasiment infotographiable, et ça c'est une des choses que je trouve très intéressant. Donc nous présentons le wall drawing numéro 512, la collection du CAPC a 3 wall drawings, 2 qui sont très géométriques et colorés. Donc j'ai fait le choix de prendre le 3e, qui est au crayon de bois et qui est très complexe, à des arabesques. Et ce qui m'intéressait, c'est évidemment la question de la vibration rétinienne et de l'invisibilité, de cette quasi-invisibilité de cette vibration rétinienne, mais aussi ça me permettait de me rappeler que Sol Lewitt est quelqu'un qui a regardé beaucoup d'artistes et qui a notamment regardé beaucoup d'artistes de la Renaissance. Et que toute cette mise en place de ces wall drawings, c'est aussi issu de l'attention avec laquelle il regarde les fresques de la Renaissance. Et ça me permettait de faire un jeu dans cette salle Semantics of the Grid, avec notamment le travail de Mehdi Moutachar. Et Mehdi Moutachar, je l'ai découvert grâce à Mourad Montazami, hein, comme je vous le disais, qui va être la prochaine conférence, qui est un artiste irakien, qui est installé depuis plusieurs décennies à Arles et qui, pour l'instant, est encore dans une invisibilité complète et qui se nourrit à la fois, hein, donc il fait partie évidemment de ces artistes qui ont été profondément influencés par des artistes comme Sol Lewitt, mais qui en même temps est aussi influencé par l'art islamique, et son travail joue avec beaucoup d'humour. On peut penser aussi à Morlaix, hein, évidemment, quand on voit cette pièce. Voilà une sorte d'effondrement, mais dans la douceur, dans la tendresse. Hein. Il n'y a pas quelque chose de revendicatif par rapport, je ne pense pas, dans la pratique de Mehdi Moutachar. Voilà, donc c'était un dialogue qui, pour moi, était intéressant. Et puis un autre dialogue a été fait avec Faisal Bakriche, qui est un artiste algérien, et qui a été profondément influencé par le modernisme, par le mouvement de style, par Mondrian, et qui a une manière tout à fait singulière de le réinvestir dans son travail. Donc, Faisal, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos pirates dans l'espace public et qui réintroduit des enjeux ou des gestes du modernisme dans ses vidéos pirates. Et là, en l'occurrence, l'œuvre s'appelle Point, ligne, plan, qui est évidemment le début de tout dessin. Sauf que d'habitude, quand on dessine, c'est la main qui bouge et le support qui est immobile. Mais chez Faisal Bakriche, c'est le contraire. Alors nous arrivons au chapitre 12, typologie. Donc là, pour moi, il y a vraiment une sorte comment dire, de twist dans la dramaturgie que j'ai essayé de mettre en place dans l'exposition. On a traversé, hein, vous l'avez vu, la question du land art, du minimalisme, de l'art conceptuel sur d'autres salles que je ne vous ai pas dont je ne vous ai pas parlé. Et à partir de là, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 19, en quelque sorte, on va présenter des artistes qui sont dans un rapport beaucoup plus direct au champ, à l'urbain, au champ politique et économique, avec cette première salle qui présente beaucoup d'artistes qui tous ont trait d'une manière ou d'une autre à la question de l'urbanité, dont notamment cette très belle série de photos de Bernd et Hilla Becher, dont nous avons la chance d'avoir un fonds relativement conséquent. Hein. Donc vous savez, hein, c'est ce couple qui a documenté de manière très frontale et très objective ce qui étaient les monuments du patrimoine américain. Hein. Dans la culture américaine, c'est très important cette question du monument, parce que comment on fait mythologie et comment on fait monument dans une société qui a 300 ans.
Et donc, la société américaine a beaucoup fait apparaître des artistes qui finalement traitent le paysage comme un monument et traitent les monuments, enfin comment dire, les institutions industrielles comme des monuments à leur gloire. Et ce qui m'a intéressée, c'était le dialogue notamment, alors est-ce que je l'ai mis là? Oui, avec Seydou Keita, qui est un artiste malien, né dans les années 20, alors qui semble évidemment à première vue extrêmement différent des Béchers, mais en même temps il y a vraiment des points communs dans leur démarche. D'abord, ils photographient leur sujet à distance, ils photographient leur sujet et que leur sujet, c'est-à-dire que c'est cadré au plus proche du sujet, on n'a pas idée du contexte environnant, et ils documentent une époque. Donc, en l'occurrence, chez Seydou Keita, il documente le passage quand se constitue la République du Mali, c'est-à-dire quand se constitue une démocratie au Mali. Et ce qu'il documente aussi, c'est une Afrique fière d'elle, pas du tout dans la misère économique et sociale, qui a envie de faire la fête. Voilà. Et évidemment, il photographie des personnes quand les Béchers photographient des monuments. Et puis, il y avait aussi dans cette salle cette œuvre de Cecilia Bangolea. Je vais vous passer quelques secondes. Donc Cecilia Bangolea, ce n'est pas une artiste plasticienne, c'est une chorégraphe, mais qui, je dirais, depuis quelques années, travaille de plus en plus dans le champ de l'art de manière performative et qui a là construit une sorte de base de données de danse qu'elle a pu faire avec sa compagnie, mais aussi de moments volés de danse qu'elle a découvert au fil de ses pérégrinations. Donc il y a un ensemble de scènes qui vont de Berlin au Brésil, qui sont montées de manière aléatoire, hein, donc on n'a jamais exactement la même vidéo. Mais voilà, il y avait cette espèce de puissance du corps dans l'espace urbain et comment on peut s'approprier l'espace urbain avec le corps, qui me semblait tout à fait intéressant. Le chapitre qui suit, alors, vous voyez, hein, il y a aussi à plusieurs endroits, j'ai vraiment, je dirais, créé des sortes comment dire, de flux d'une salle à une autre. L'écran de Bangolea, on a presque l'impression qu'il est sur le mur de la salle suivante. Voilà, j'ai essayé de créer comme ça des sortes de rythmes d'une salle à une autre. Et la salle suivante est chapitrée Black Flag. C'est la salle américaine, d'une certaine manière, même si elle ne présente pas que des artistes américains. Le Black Flag en question, c'est le titre de l'œuvre de Abigail DeVille, qui est une jeune artiste afro-américaine. Là aussi, hein, on est dans un travail, je dirais, assez frontal dans ce qu'il nous raconte. Elle nous raconte évidemment la situation de ce qu'est être un afro-américain aux États-Unis. C'est quelqu'un qui collecte beaucoup de bibeloterie dans les magasins vintage et qui crée à partir de toute cette collecte de déchets, hein, ou de matériaux de la société de consommation. Donc là, le drapeau noir, en l'occurrence, on ne sait pas trop si c'est le drapeau du pirate ou un drapeau américain qui aurait été brûlé, mais en tout cas, de manière visible, il n'est pas en très bonne posture. Et puis, on a cet environnement de Kelly Walker, hein, collection du CAPC, qui fait partie de cette série d'œuvres qui sont des extractions même du bâtiment du CAPC, hein, puisque les photocopies que vous voyez sont des photocopies des murs même du CAPC. Kelly Walker, c'est une évolution importante dans les années 90 de la collection du CAPC, qui était quand même effectivement très art minimal, art conceptuel, et qui à un moment donné s'est ouvert notamment à une scène californienne américaine, dans un rapport beaucoup plus direct à la société de consommation, la question de
la production et de la diffusion des images. Et Kelly Walker, il fait vraiment partie de cette famille d'artistes qui va se passionner pour Internet, pour les nouvelles façons dont on produit une image, dont on peut la diffuser dans une société de l'ultra-consommation de l'image et de l'ultra-production de l'image. Et est-ce que finalement une image numérisée, photocopiée, refotocopiée n'est pas aussi intéressante qu'une image originale? Bon voilà, Kelly Walker, c'est quelqu'un qui est dans cette famille d'artistes-là qui a eu énormément d'influence. Et puis sur ce mur, puisqu'on a le droit, hein, le protocole de l'artiste nous le permet, une série de Vic Muniz, qui est un artiste brésilien. Donc évidemment, l'œuvre de Kelly Walker, elle joue aussi sur la question du simulacre, comment une œuvre d'art est toujours un simulacre, et comment là, il le rejoue de manière à la fois ironique et littérale. Et c'est aussi le cas de Vic Muniz. C'est-à-dire que ce qu'on voit n'est jamais ce qu'on voit. Et lui aussi, en fait, il a une manière de traiter l'image par sédimentation. Et en fait, très généralement, il produit des images qui sont toujours faites de matériaux un peu dégoûtants, du ketchup, du chocolat, voilà, des matériaux très pauvres. Et puis, il photographie ses productions. Et il y a toujours un trouble. On ne sait jamais trop ce qu'on regarde. Et là, en l'occurrence, alors, je disais, c'est la salle américaine. Donc, très visiblement, il n'est pas américain, mais il fait référence à un artiste américain qui est Andy Warhol. Et donc, c'est la série des crash tests de Andy Warhol qu'il reconstitue, qu'il fait apparaître et disparaître avec du chocolat. Voilà. Et puis, de Black Flag à programme de gouvernement, pour moi, c'était une évidence dès le départ qu'on allait présenter cette pièce, une des pièces iconiques de la collection du CAPC de Haim Steinbach. Donc, vous le savez, hein, la démarche de Haim Steinbach consiste à être très, je dirais, caustique sur le milieu de l'art et la production de la valeur dans ce milieu. Et donc, c'est un artiste qui va prélever, en fait, dans des magazines à grande diffusion, des slogans qu'il va importer dans l'espace d'exposition. Et évidemment, le sens du slogan va en être totalement dédoublé. Et on vend du vent, eh bien, c'est aussi une critique du milieu de l'art, c'est aussi une critique de l'œuvre d'art qui finalement est une marchandise comme une autre. Et là, je détourne un peu, je dirais, le propos initial en opérant un dialogue avec une vidéo de Adria Garcia Galán qu'elle a tournée dans le 93 et qui a consisté en fait à rejouer la totalité du débat d'entre-deux tours entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en beat slam. Une démocratie d'irréprochable honnêteté et l'impartialité de l'État sont à mes yeux des valeurs absolues. Je veux que vous ayez totalement confiance dans vos élus, dans votre démocratie, car c'est la force des grandes nations. Je limiterai à 2 le nombre des mandats présidentiels de la République. Ce programme de gouvernement nous permet d'avoir accès au chapitre 16, The Shops Are Closed, de Malachi Farrell, dont j'aurais aimé vous présenter l'activation, puisqu'évidemment l'activation est extrêmement importante. Malachi Farrell, c'est un artiste qui est un petit peu moins visible aujourd'hui, mais qui, à la fin des années 90, début des années 2000, avait une très belle visibilité en France. Et c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à la question je dirais, de l'articulation d'une société qui va utiliser des outils de séduction de masse pour imposer une norme ou des valeurs qui deviennent de plus en plus répressives. Et en l'occurrence, là, ce sont des tuyaux. Donc c'est un programme qui dure un peu plus de 3 minutes, dans lequel ces tuyaux vont effectuer une chorégraphie qui est à la fois une référence directe, de mon point de vue, au cinéma hollywoodien et à Esther Williams. Donc voilà, c'est chorégraphie dans l'eau. Et en même temps, qui au bout de quelques secondes devient quand même vaguement inquiétante,
Voilà, le bruit fait un peu bruit de bottes, donc c'est un peu comme une armée en marche. Et moi, la deuxième image que ça provoque chez moi, c'est ce film The Wall, hein, dans lequel voilà, il y a effectivement ces outils qui marchent dans une société devenue autoritaire. Et je passe directement à la dernière salle de l'exposition Le Tour du Jour en 80 mondes, le chapitre 19 qui s'appelle Les paroles. Et d'une certaine manière, ce que j'ai essayé de faire, c'est une forme de circularité, c'est-à-dire que les paroles dialoguent avec Change the Scenario. Donc les paroles, c'est le titre de cette œuvre de Jan Verkuijs, qui est un artiste belge, qui lui est vraiment dans une démarche conceptuelle, hein, qui est tout un rapport au langage qui est très important et comment finalement le langage peut être appréhendé par les gens et avec un motif récurrent qui est celui de la chaise. Donc dans ces paroles-là, hein, parce que c'est une série, dans ces paroles-là, les deux chaises sont vides, elles sont sur une estrade et évidemment, elles suggèrent le fait que l'on peut monter sur l'estrade et que l'on peut dire. Et dire, et ces paroles, évidemment, c'est en tout cas pour moi en lien avec ce moment particulier que nous vivons de la libération de la parole. Et voilà, et je trouvais que cette pièce était très forte. Alors évidemment, on la convoque à l'aune de tout ce qui nous arrive en ce moment. Et puis j'ai souhaité faire un dialogue avec deux autres œuvres qui me sont très chères. Une série de photos de Malik Sidibé. Donc Malik Sidibé est un photographe malien qui a aussi été un photographe extrêmement important et là qui photographie des femmes mais qui se refusent à nous, voilà, qui refusent qu'on les regarde. Et évidemment, déjà à l'époque de cette œuvre. Hein. Cette œuvre, elle date de 2001-2002. Sidibé questionne en fait la façon dont les femmes ont été représentées dans l'histoire de l'art. Là encore, aujourd'hui, ça acquiert une dimension supplémentaire et je crois que le lien avec Verkuijs qui m'intéressait, c'était justement ce moment très particulier, comme je le disais en introduction, de stop and go, de moments de volonté de dire, et puis de moments de nécessité de silence ou de retrait. Et puis on finit par cette dernière œuvre de Denis Oppenheim, qui fait aussi partie de la collection du CAPC, qui est une œuvre que je trouve absolument bouleversante, qui se passe en deux étapes, en fait, dans lesquelles un père fait un dessin sur le dos de son fils et rien que par le toucher et que par le contact du corps, le fils doit répéter sur le mur d'en face. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, c'est l'inverse, c'est le fils qui dessine. Donc c'est évidemment la question de la... Attendez, on va vous mettre quelques secondes pour le plaisir. Donc c'est évidemment pour Denis Oppenheim une question de transmission, mais c'est vrai que dans ce moment où la question du contact physique avec l'autre devient si compliquée, bon voilà, ça acquiert là encore une autre dimension. Cette déambulation numérique est maintenant finie. Merci pour votre attention. Et puis j'espère évidemment que dès que ce sera possible, vous pourrez venir voir dans l'espace cette exposition du Tour du Jour en 80 mondes. Merci.